Eh bien, bonjour à tous. Donc voilà, je m'appelle Vanessa Perilla, je travaille au recrutement chez Sphère et je suis passionnée de mon métier par le développement personnel. Aujourd'hui, on va parler soft skills. Alors, pour rappel, les hard skills, ce sont les compétences techniques que vous pouvez acquérir à l'école, lors de formations, lors de vos expériences professionnelles. Et les soft skills, ce sont les valeurs, les qualités, la personnalité, ce qu'on appelle aussi les compétences relationnelles et les compétences sociales. Alors, juste avant qu'on débute, un petit rappel sur la plateforme Zoom, de comment ça fonctionne. Donc, en mode présentation, votre micro et votre caméra sont coupés. Vous pouvez rajouter donc des commentaires dans le chat. Pensez bien à le mettre dans l'onglet conférencier et participants pour qu'on puisse tous les voir. Et également dans l'onglet Q&A, donc questions et réponses sur la droite, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinar. Si vous voulez la poser en particulier à un speaker, n'hésitez pas à le noter. Et comme nous n'aurons peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions, aussi n'hésitez pas à voter pour les questions prépondérantes qui vous intéressent le plus. Voilà, sinon vous pouvez vous mettre en mode galerie et vous pouvez également, je crois, réduire la présentation pour augmenter la visibilité des speakers, mais vous êtes tous des développeurs, développeuses, donc vous savez très bien faire tout ça. Donc, très rapidement, comment ça va se passer parce que ça va aller vite. Nous allons vous présenter rapidement qui est Sphère. Ensuite, nous allons parler de l'importance des soft skills dans le monde des devs. Et ensuite, nous passerons en revue les 8 soft skills indispensables. Ça va durer 45 minutes et à 13 heures, nous pourrons répondre aux questions. Et donc, j'accueille pour présenter Sphère Bruno Le Forestier et Didier Girard. Ce sont les deux co-CEO de Sphère. Donc, Bruno et Didier, vous travaillez depuis très longtemps dans le monde de la tech. Bruno s'occupe de tout ce qui est Si stratégie. longtemps que ça, quand même, nous vieillit pas, Vanessa. Tu as raison. Voilà, Bruno, chez Sphère, tu t'occupes de tout ce qui est stratégie, développement opérationnel, gestion financière. Et Didier, qui également est développeur depuis plus de 20 ans, s'occupe de toutes les équipes engineering, également de la stratégie de Sphère. Bienvenue. Et puis, je vous laisse la main. C'est assez sympa, tu m'as rajeuni. Quand tu dis que ça fait seulement 20 ans que je code, vu que j'ai démarré à 11 ans, finalement, je suis très jeune. Merci, Vanessa. Je savais pas que tu C'est très démarré à 11 sympa. ans, Didier. On va prendre quelques instants pour vous, juste pour rappeler qui est Sphère, hein, qui est aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler un acteur du monde digital, un pur player du monde digital. On est une entreprise qui est de plus de 700 personnes aujourd'hui. 85% de nos équipes sont des développeurs. C'est vraiment le cœur de cible de l'entreprise. On travaille chez plus de 100 clients et on est présent à Paris, au Luxembourg, dont certains sont ici présents, Rosalie et Nicolas, qui sont aussi speakers ce midi, sont présents au Luxembourg. Luxembourg, Lille, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, peut-être bientôt dans d'autres régions. Puisque, sans détailler le catalogue de nos offres, en fait, notre expertise étant le monde du développement, il faut retenir que pour être bon et pour être bon dans la durée, il faut beaucoup former, beaucoup se former. Et on a aujourd'hui tout un pan d'activités qui nous amène à former beaucoup de personnes et beaucoup de communautés technologiques ou techniques et des développeurs en particulier. Et on est à plus de 4000 personnes formées par an, maintenant depuis de nombreuses années. Donc ça, c'est un point qui est fondamental, qui nous permet de conserver ce niveau très fort sur les hard skills, qui ne sont pas le sujet d'aujourd'hui, qui sont les soft skills. Et avant que Didier dise quelques mots sur cette partie-là, moi, retenez que ce qui me paraît important dans les soft skills, tu en as parlé tout à l'heure, Vanessa, c'est la compétence sociale, le lien. Je dirais de manière plus générale, c'est sa capacité à avoir de l'interaction. Et donc, si on aura de l'interaction, pour moi, la qualité principale, c'est l'écoute. Si on écoute bien, on réagit bien, on interagit bien. Donc, moi, si j'ai un premier conseil, ou le seul que je vous aurai aujourd'hui, c'est l'écoute. Pour toi, Didier? Bah ouais, c'est vrai, quand on parle des développeurs, souvent, tout de suite, on se projette dans un espace hard skills. En gros, un développeur, on se demande, mais est-ce qu'il maîtrise l'algo? Quel langage il utilise? Quels sont ses frameworks préférés, etc.
Et c'est vrai que les hard skills, c'est très important pour trouver un job. Moi, j'aime dire que les hard skills, ça permet de trouver un job, c'est important, et les soft skills, ça permet d'avoir une carrière. Voilà, donc après, là-dedans, qu'est-ce qui va nous aider à avoir une carrière? C'est la capacité à convaincre, à communiquer, à influencer, à se faire comprendre. Tout ça, c'est un ensemble de compétences qu'on va développer au fur et à mesure de sa carrière. Puis ce qui est aussi sympa dans les soft skills, c'est que tant les hard skills elles sont liées à un métier, tant les soft skills, elles sont indépendantes du métier et on peut les réutiliser dans plein de contextes. Et donc, c'est pour ça qu'elles sont importantes. Et donc, chez Sphère, on y prête attention et on aide justement les sphériens tout au long de leur parcours avec nous à les développer. Voilà, donc c'est pour ça qu'avec Bruno, on est vraiment content que cet événement s'organise sur les soft skills avec un panel de speakers vraiment de haut niveau. Et donc, voilà, j'en profite pour proposer à Salim de venir. Alors, Salim, en attendant qu'il arrive, donc Salim, il évolue dans la tech depuis aussi de nombreuses années. Il a notamment travaillé chez Google, au département donc Google Cloud. Et aussi, pourquoi on l'a invité aujourd'hui et qu'est-ce qui nous intéresse très fortement, c'est qu'il a créé une plateforme de développement personnel spécialisée sur les soft skills. Donc, du coup, nous l'avons invité à venir en parler. Maintenant, il semblerait qu'il ne soit pas là. Donc, je ne sais pas si on attend ou si… Ah, mais si, Si, évidemment que je suis ici. Comment pourrais-je ne pas être avec vous? c'est ça. Donc oui, donc Salim, effectivement, j'ai expliqué un petit peu tout ton background et le fait que tu as développé une plateforme de développement, voilà. Donc, je te laisse prendre la main. Super. Merci, déjà, merci à toute l'équipe de Sphère de m'inviter à prendre la parole sur ce thème qui me tient particulièrement à cœur et qui est très, très important dans le monde du développement. Comme le disait Vanessa, ça fait un petit moment, moi aussi, comme Bruno et Didier, que je suis dans la tech. Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de développeurs parfois tâtonner un petit peu dans leur carrière parce qu'ils n'avaient pas les bons soft skills. Et ces fameux soft skills dont on parle depuis si longtemps, en tout cas de façon importante depuis cette pandémie, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, de voir finalement comment et pourquoi c'est important dans un monde de dev. Donc j'ai une petite presse que vous devriez voir apparaître derrière mon dos. Et sur ce, on va y aller. Donc déjà, avant de comprendre pourquoi en fait ces soft skills sont hyper importants, il faut se rappeler une chose, c'est que en fait, la raison pour laquelle c'est important, je vais me diminuer si vous permettez, comme ça vous verrez mieux mes slides. La raison pour laquelle c'est hyper important, c'est qu'en fait, on change de paradigme. Et ça fait super longtemps que j'en parle, à peu près depuis 20 ou 25 ans, de se dire qu'on était dans un ancien monde, et ce monde, en fait, a vraiment changé. En fait, ce monde, soit on reste dans ce monde-là, et on sait très bien comment ça va se passer. C'est un slide que j'utilise depuis des années pour parler aux entreprises et aux dirigeants d'entreprises. C'est de se dire que quand on reste dans un ancien modèle, la meilleure des choses qui peut arriver, c'est qu'on survit ou au pire, on périclite. Qu'est-ce qui se passe après quand est arrivé le digital? Et ça, vous le savez bien en tant que développeur, c'est que forcément, tout va beaucoup plus vite. On développe, on change le business, on change les technologies et on change aussi sa culture. Et ça, c'est ce qui est arrivé dans le monde du digital. Pour reprendre ce que disait l'ancien CEO d'Intel, c'est vraiment les périodes de crise où on se rend compte que les meilleurs profitent de ces moments-là pour s'améliorer. Donc peut-être que ça a été votre cas pendant la pandémie, de vous dire, tiens, j'ai un peu de temps, comment je travaille mes skills, et comme on en parlait tout à l'heure, Bruno et Didier, pas juste mes hard skills, mes compétences techniques, mais aussi mes soft skills pour pouvoir m'améliorer et rebondir justement après cette pandémie. Et ça, c'est ce qu'on a vraiment vu avec cette accélération. Aujourd'hui, on parle d'un monde VUCA. Alors, le monde VUCA, c'est quoi? C'est un monde qui est volatile, pour ceux qui ne connaissent pas cette expression, qui est à la fois volatile, incertain, complexe et ambigu. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne sait pas vers où on va. On ne sait pas si demain il y aura un nouveau confinement. On ne sait pas si demain il y aura un nouveau virus. Bref, tout ça, c'est très incertain. Et pour ça, il faut avoir cette agilité et développer ces soft skills pour ne pas rester dans ce monde linéaire dont on parlait, mais plutôt aller vers ce monde exponentiel et incertain qu'on connaît aujourd'hui. Et en fait, ça, ce n'est pas moi qui le dis. Finalement, ce sont des études qu'on retrouve par exemple dans le World Economic Forum qui a déterminé les 10 top soft skills à développer d'ici 2025. Pourquoi? Parce que d'ici 2025, ils évaluent qu'à peu près 50% des personnes sur Terre, 50% des personnes qui travaillent, auront besoin de changer leurs skills.
Et beaucoup de ces skills, comme on va le voir maintenant, beaucoup de ces skills ne sont pas techniques. Beaucoup de ces skills sont au contraire complètement soft. Vous voyez, par exemple, ça peut être des capacités analytiques, ça peut être la créativité, ça peut être la résilience. Et en fait, parmi toutes ces soft skills, il n'y en a que 2, parmi celles qui sont énumérées par le World Economic Forum, il n'y en a finalement que 2 qui sont techniques. Donc, on voit l'importance, quand on est dev, de commencer à travailler, si vous ne l'avez pas encore fait, travailler sur ces compétences. Pourquoi ? Je vous parlais effectivement de mon expérience passée quand j'étais chez Google, parce qu'en fait, de Google, je suis effectivement passé à Mars, la plateforme que je développe aujourd'hui, justement pour préparer l'ensemble des personnes, et particulièrement les développeurs, à travailler sur ces soft skills. Regardez, par exemple, quand vous rentrez chez Google, quand vous passez un entretien, ou même après quand vous êtes évalué, c'est-à-dire 2 fois par an, on va regarder 4 attributs qui sont essentiels quand vous êtes un développeur. Ces 4 attributs, premièrement, c'est ce qu'on appelle le GCA pour General Cognitive Ability. C'est-à-dire quoi, quelque part, c'est les soft skills qu'on retrouve dans le World Economic Forum. C'est est-ce que vous avez une capacité d'analyse qui est suffisamment grande pour pouvoir traiter des problèmes complexes. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important quand on rentre chez Google. Une deuxième chose, évidemment, c'est le leadership. Parce que quand vous rentrez en tant que dev, parfois vous voulez rester dev, parfois vous voulez passer team lead, parfois vous allez devenir senior, etc. Et ça, pour ça, il faut du leadership. Parce qu'encore une fois, c'est bien de faire son travail dans son coin, mais c'est encore mieux si on arrive à mieux collaborer et à prendre le leadership et des décisions par rapport à des développements à mettre en place. Le troisième point essentiel, c'est vraiment ce qu'on appelle, alors là c'est un peu flou, chez Google, tout le monde n'est pas d'accord sur cette définition, mais c'est la googliness. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement ? La googliness, c'est tout simplement, est-ce qu'on est en phase avec les valeurs de l'entreprise ? Est-ce que quelque part, et c'est ça vous le retrouvez également dans le World Economic Forum, c'est est-ce que vous avez cette résilience, cette tolérance au stress ? Est-ce que vous avez cette flexibilité, cette agilité mentale qui va vous permettre, grâce à ça, de toujours évoluer dans un monde qui change ? Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être sur du front, et demain, il va falloir, parce que l'entreprise évolue comme ça, ou parce que la société évolue comme ça, passer sur du back ou sur du mobile, etc. Donc, il faut vraiment avoir cette agilité, c'est ce qu'on appelle googliness. Et enfin, dernièrement, mais seulement à la fin, on va vérifier les capacités techniques. C'est ce qu'on appelle le RRK, donc c'est Role Related Knowledge. Est-ce que vous êtes bon ? Est-ce que vous êtes bon dans la technicité ? Est-ce que vous êtes bon dans le code ? Est-ce que vous êtes bon dans ce que vous faites ? Et ça, c'est vraiment cette partie-là. Donc, vous voyez que sur 4 attributs, qui sont vraiment les 4 attributs qui sont regardés en permanence chez Google, il n'y en a qu'un de ces 4 attributs, finalement, qui va travailler sur votre hard skill, et les 3 autres vont être plus sur votre soft skill. D'où l'intérêt en tant que dev de travailler sur ces soft skills. Alors, petit point rapide, justement, pour étayer un petit peu ce que je suis en train de vous dire. Le what et le how. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette notion-là. Moi, quand j'ai entendu ça pour la première fois chez Google, peut-être en 2012, donc ça ne nous rajeunit pas, je me suis dit, WTF, vous avez compris, c'est what the fuck, pardon pour l'expression, mais c'est exactement ce que je me suis dit. What the fuck, c'est quoi ce truc ? Alors, le what, on t'explique que finalement, le what, c'est ce que tu fais. Est-ce que tu es bon ? Que tu sois développeur, que tu sois marketeur, que tu sois sales, etc. C'est ce que tu fais, tes compétences techniques. Et le how, c'est la façon dont tu le fais, la façon dont tu communiques, la façon dont, quelque part, tu fais savoir, tu collabores avec les autres. Et les deux sont aussi importantes, si bien qu'on peut avoir un code super nickel et être le meilleur des devs, mais si on n'a pas le how, ça devient compliqué justement de pouvoir, entrer chez Google et d'y rester et de progresser. C'est pour ça qu'en fait, ce qu'on regarde, c'est vraiment les expériences passées, la performance qui se passe quand vous le faites, et surtout cet équilibre de vos compétences, aussi bien entre du hard et du soft, qui sont encore une fois les deux aussi importantes. Alors vous direz pourquoi il y a le petit drapeau américain et français ? Tout simplement parce que je vais raconter une anecdote qui ne s'est pas passée qu'une fois, mais qui se passe plusieurs fois chez Google, mais sans doute chez d'autres entreprises également. C'est cette différence entre les Français et les Américains. Alors, je n'aime pas les généralités, ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas vraiment les généralités, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même cette différence bien ancrée. Et cette différence, elle se situe au niveau du how. L'anecdote, c'est tout simplement un développeur qui travaille sur un projet super bon, super carré, développeur français, et au moment de son évaluation, il va dire, voilà, j'ai fait ça, il détaille dans le menu détail tout ce qu'il a fait d'un point de vue technique, et il s'arrête là. Et de l'autre côté, tu as le développeur américain, bon, là c'est pour l'histoire, mais qui est un peu moins bon que le français, et par contre, il explique évidemment la même chose qu'il a fait, mais surtout il explique comment il l'a fait, avec qui il l'a fait, comment il a collaboré, qu'est-ce qu'il a mis en place, et quels sont les résultats de ses actions. Et forcément, il y en a un qui a une promotion, et pas l'autre, et je vous laisse deviner lequel. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, c'est pas tout d'être bon en hard skills,
C'est pas tout d'être bon techniquement. Ce qu'il faut, c'est vraiment se dire comment j'arrive à travailler avec les autres, comment j'arrive à mieux m'intégrer et communiquer ce que je fais pour pouvoir non pas, pardon mon expression, faire le faillot, ce n'est pas le sujet, mais pour que justement toute l'organisation comprenne bien quelle est l'utilité de mon travail dans le reste de cette organisation. Et donc, s'il y avait 3 soft skills, il y en a beaucoup et il n'y a pas vraiment d'ordre hiérarchique dans les soft skills, mais s'il y en avait 3, que je vais me retirer pour que vous puissiez les voir, hop là, s'il y avait 3 soft skills que je vous inviterais vraiment à approfondir, et vous le verrez tout à l'heure dans la présentation de Sphère, qui ira juste après, sur les 8 soft skills importants, il y a la communication. La communication, c'est hyper important, évidemment, vous l'avez compris, faire savoir ce que l'on fait. Hein. L'écoute, pour pouvoir bien travailler, et pour forcément, pour travailler avec qui, avec vos collègues, avec les clients, avec toute personne qui travaille sur votre projet. Et donc, bien sûr, la collaboration prend tout son sens et son importance en termes de soft skills. Et enfin, une dernière chose, avant de laisser la parole à mes amis de Sphère, je vais vous inviter à aller sur 2 sites complètement gratuits, un qui est développé par Mars et mon équipe, et un autre qui n'est pas du tout développé par nous, mais que je trouve très très bien, que je peux vous recommander. Le premier, ça s'appelle 16 personnalités. Allez sur ce site si vous voulez vraiment travailler sur vos soft skills avec quelques questions. Et d'ailleurs, c'est hyper accurate, comme on dit, donc hyper pertinent. En répondant à quelques questions, vous allez commencer à voir quel est votre profil. Est-ce que vous êtes plus introverti? Est-ce que vous êtes plus extraverti? Est-ce que vous êtes plus un analyste? Est-ce que vous êtes plus quelqu'un qui va savoir communiquer, etc. Donc, faites ce test et vous allez déjà vous rendre compte de la façon dont vous interagissez et peut-être éventuellement la façon dont les autres vous perçoivent. Donc, ça ne prend pas beaucoup de temps, je crois quelques minutes, et vous aurez des résultats qui sont très parlants. Deuxième chose que je vous invite à faire, encore une fois complètement gratuit et sans obligation, si vous faites bit.ly/Sphère soft skills, donc j'ai mis un lien spécial pour vous, là vous pouvez faire un challenge pour justement commencer à comprendre ce que c'est que ces soft skills dont on vous parle, commencer à comprendre qu'est-ce que ça veut dire prendre confiance en soi, commencer à comprendre qu'est-ce que finalement de mieux communiquer avec l'autre, comprendre les relations interpersonnelles qui sont hyper importantes évidemment dans le monde du travail, mais pas que, aussi dans votre sphère personnelle. Donc ça, c'est 2 choses que je vous invite à voir. N'hésitez pas à développer votre soft skills. J'espère que je vous aurai convaincu de l'importance de ces soft skills. Si je n'ai pas été assez convaincant, je suis certain que mes amis de Sphère le seront encore plus que moi. Je vous remercie. Excusez-moi, j'étais en sourdine. Merci beaucoup, Salim. C'était très intéressant. Maintenant, je vais accueillir Rosalie. Donc, Rosalie est RH Manager chez Sphère pour nos entités de Luxembourg et de Strasbourg. Elle est diplômée en psychologie. Elle évolue aussi dans le monde de la tech depuis au moins 10 ans. Et du coup, elle va avec Nicolas, qui est Delivery Manager chez Sphère Luxembourg, qui était auparavant chef de projet IT chez KPMG. Et donc, ils vont nous parler des fameux 8 soft skills. Ils vont en parler en détail que nous vous recommandons pour booster votre carrière. Je vous laisse la main. Merci Vanessa. Donc, on va démarrer avec le travail en remote. Ça nous semblait être d'actualité. Donc, c'est la raison pour laquelle on démarre avec le travail en remote. Tout simplement, évidemment, le contexte a bien changé cette année. Je ne vais pas répéter ce que Salim a dit et vous le savez tous. Donc, ça nous a contraints à travailler différemment et clairement, le remote, voilà, c'est notre quotidien. Je pense que pour savoir travailler, pour bien travailler en remote, ce qui va être important, et là je ne vous apprends rien, c'est l'autonomie dans un premier temps. Donc plus on est autonome habituellement, plus il va être facile de travailler depuis la maison. Aussi, savoir gérer son temps. Donc là, j'entends par là plutôt s'organiser à titre privé et professionnel, savoir distinguer et s'attribuer des temps pour tout ce qui est vie privée et vie professionnelle. Un tips tout simple par rapport à ça, c'est le soir même prendre un quart d'heure et organiser sa journée du lendemain, détecter les priorités qu'on va avoir à traiter, mettre des slots dans son agenda avec des objectifs qui sont atteignables. Voilà, donc très important la gestion du temps. Et enfin, le fait de bien communiquer, pareil, là c'est quelque chose qui va être d'autant plus important en remote, puisque ici, on va parler de différents types de communication. Il y a la communication dite écrite. Et là, je vous invite particulièrement à faire attention à tout ce qui est mise en forme de vos messages.
on a tous beaucoup utilisé des outils divers et variés. Et bien souvent, quand on est dans ses tâches, on oublie de mettre les formes. Il faut savoir qu'un message, il est à la fois envoyé, mais aussi réceptionné de l'autre côté, d'où l'importance d'y mettre les formes. Il y a aussi la communication qui va être réalisée par téléphone et par visio. Et là, je vous invite à être attentif réellement à l'écoute. On va dire développer votre intelligence émotionnelle, capter les petites subtilités qu'on va pouvoir retrouver dans le verbal et dans le paraverbal. Donc, très important aussi. Et enfin, toujours par rapport à la communication, je dirais qu'il est très important de ne pas être invisible, parce que lorsqu'on est invisible, on va créer une sorte d'incertitude. C'est la raison pour laquelle il faut très régulièrement communiquer sur son travail pour que ses collaborateurs, son management puissent avoir une image positive de nous. Je vais vous inviter à travailler un petit peu au travers de ce quiz. Donc, en termes de communication orale, donc là, on est plutôt dans un contexte présentiel, donc habituellement avant Covid. Quelle est la proportion, selon vous, entre le verbal, donc vraiment les mots, le paraverbal, ce qu'on inclut dans le paraverbal, c'est l'intonation, le débit, le timbre, et le non-verbal, donc tout ce qui est posture, comportement, visage, regard. À votre avis, donc on a mis quelques pourcentages dans les réponses. Vous pouvez participer dans le chat. On va voir si on a des gagnants. Je vous laisse le temps de répondre. On a beaucoup de B. A et B. Ouais. Il y en a qui ne se mouillent pas. A et B. OK. C'est serré. Hein. C'est serré. Bon. C'est intéressant en tout cas. Je vois que les réponses sont assez diverses et variées. Clairement, donc encore une fois, dans un contexte présentiel, la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc, on est sur 7% de verbal. Je n'ai pas mes lunettes, mais 38% de paraverbal et 55% de non-verbal. Donc, vous voyez bien que l'important, ce n'est pas forcément sur les mots quand on est en présentiel, mais davantage sur tout ce qui est intonation, mimique, respiration. Ce sont tous des éléments qu'on va capter et ça, c'est le cerveau qui va le capter dans un premier temps avant même qu'on commence à y réfléchir même. Donc voilà. Donc, ça, c'est valable pour tout ce qui est en présentiel, mais aujourd'hui, encore une fois, les choses ont changé. On est plus dans la communication virtuelle. Et à ce moment-là, évidemment, comme vous l'avez constaté encore aujourd'hui, on ne se voit plus que dans un cadre défini et on ne voit plus que le haut du corps. Donc là, en l'occurrence, on ne voit plus la totalité du comportement. Et c'est à ce moment-là que, justement, le verbal et le paraverbal vont reprendre l'avantage. Finalement, quand la vue est entravée, ce sont les mots qui reprennent le dessus. Donc, quand vous êtes au téléphone ou en visio, faites très attention à ce que vous dites et à l'intonation que vous y mettez. Voilà pour cette soft skills. Je laisse la main à Nicolas. Voilà, donc bonjour à tous, à ceux que j'ai pas encore vu aujourd'hui. Moi, je vais vous parler de la deuxième soft skill que je trouve la plus importante, qui est la rigueur, et pas n'importe quelle rigueur, mais vraiment la rigueur du développement. Puisque, on le sait bien, le rigueur, ça amène de la qualité, et comme le disent nos amis anglo-saxons, le diable est dans les détails. Pourquoi les détails? Parce que pour moi, et puis pour nous, de manière générale, c'est vraiment dans les détails qu'on voit la différence entre un amateur et un professionnel. Moi, ce que je vous invite à faire pour travailler un peu sur votre rigueur, c'est vraiment de toujours tester. Je pense que tout le monde vous l'a dit tout au long de votre carrière, et je vous le redis encore, et peut-être que ça va vous saouler, mais c'est vraiment la réalité. C'est le développeur est la première barrière contre les anomalies. Vous le voyez bien dans le graphique qui s'affiche sur votre écran maintenant. Le coût de résolution d'un bug suivant qu'il ait été détecté en phase d'implémentation ou en production, il est complètement décuplé. Donc, pensez bien à faire des tests techniques, mais aussi des tests fonctionnels. Et alors, ce n'est pas parce que vous avez la chance d'avoir un recetteur fonctionnel dans votre équipe que vous devez complètement vous décharger sur lui. Le recetteur fonctionnel est censé avancer sur des tests peut-être un peu plus avancés que ce que vous pouvez faire à votre niveau. Donc, moi, mon conseil pour vous, c'est dans un premier temps, si vous voulez avancer dans votre carrière, c'est d'apporter plus de qualité et pour ça, tester et toujours tester. Concrètement, il y a d'autres moyens d'améliorer un peu sa rigueur.
d'autres bonnes pratiques. La première, c'est de faire preuve de ce qu'on appelle du pessimisme professionnel, ce qu'on peut quelque part rapprocher à la loi de Murphy. Donc, c'est-à-dire le fait de se dire que tout ce qui est susceptible de mal aller ira mal un jour. Donc, concrètement, si vous cherchez un moyen en fait, de comprendre qu'est-ce qui peut mal se passer, parce que potentiellement, vous ne maîtrisez pas complètement le contexte fonctionnel de l'application sur laquelle vous travaillez, vous pouvez très bien demander son avis au product owner, au business analyst ou peu importe qui, celui qui a écrit en fait, la spécification, parce que cette personne connaît les cas aux limites. N'hésitez pas à aller lui demander s'il ne les a pas déjà écrites sur la spec. Deuxième point, c'est de relire avant de livrer. C'est-à-dire qu'une spécification, elle peut être potentiellement très très longue et potentiellement vous pouvez avoir loupé quelques éléments. Donc par sécurité, juste avant de livrer, redonnez un petit coup d'œil pour être sûr que vous avez tout fait à 100% et que vous n'avez pas laissé un petit peu de poussière sous le tapis. Troisième point, c'est de noter tout ce qu'on vous demande, puisque je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les grandes tâches sont souvent tracées par écrit. Mais par contre, il peut y avoir parfois quelques ajustements à droite à gauche qu'on va vous demander de faire, mais on ne va pas prendre le temps de les écrire ou de faire un ticket ou quoi. Alors, c'est facile de dire oui, pas de problème, je vais le faire. Sauf que dans la pratique, on sait très bien que ça arrive souvent que ces petits ajustements passent à la trappe parce qu'on ne les a pas notés. Personne n'est infaillible. Donc, moi, mon conseil pour vous, c'est de prendre l'habitude de tout noter. Ça vous rassure vous, ça rassure votre interlocuteur et ça rassure tout le monde. Et mais en général, n'oubliez pas que de toute façon, votre cerveau, c'est une RAM, ce n'est pas une ROM. Ce n'est pas fait pour stocker, c'est fait pour réfléchir, pour créer. Et dernier point, si vous avez la chance d'avoir des critères d'acceptance dans vos user stories ou autres, pensez bien à les lire. Je connais plein de développeurs qui les survolent un peu rapidement en se disant « Ok, on verra ça au moment du test ». Et au moment du test, c'est ce que je disais avant, ils passent un petit peu vite, ils disent « C'est bon, j'ai un recetteur, c'est lui qui va s'en occuper ». Les critères d'acceptance, ils ne sont pas là uniquement pour les recetteurs ou pour les product owners et les consultants fonctionnels. Ils sont aussi là pour vous. C'est ça qui doit vous permettre de comprendre ce qui doit être fait et de vous assurer que ce que vous avez livré, c'est réellement en concordance avec ce qui a été demandé par votre client. Accepter la critique. Ce n'est pas toujours évident. On s'était dit que en fait, ce n'est pas l'ordre de 1 à 8 qui est un ordre prioritaire. Hein. Elles sont toutes importantes et ce n'est pas classé par ordre de priorité. Exactement. Donc, accepter la critique. Je pense que pour accepter la critique, dans un premier temps, il faut simplement déjà accepter le fait que nous ne sommes pas parfaits. À partir de là, forcément, on est soumis à critique. Réagir à la critique intelligemment, c'est ne pas réagir à chaud et faire preuve de maturité, à mon sens. Donc justement, encore un petit quiz pour vous. Si votre boss vous reproche de ne pas prendre assez de recul sur les user stories que vous livrez, comment réagissez-vous? Je vous laisse lire les réponses. Alors, pas mal de réponses B. Ça a l'air plus simple. Hein, Ça a l'air plus simple. Alors, on est d'accord, je ne vais pas faire durer le suspense. C'est la réponse B, effectivement, on garde son calme et on garde bien son café dans sa tasse. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est surtout de ne pas réagir à chaud, de prendre un petit peu de recul. Parfois, la critique, on la prend mal. On est comme ça, on ne se change pas forcément en termes de personnalité. Mais dans ce cas-là, si ça vous arrive, je vous invite à sortir de la pièce, à prendre du temps, potentiellement même à faire des exercices de respiration pour faire baisser la pression, si vous en connaissez quelques-uns. La critique, on n'est pas forcément obligé de l'accepter. Et dans ce cas-là, potentiellement, vous pouvez aller la challenger auprès de collègues, d'amis qui vont aussi vous donner un peu de feedback sur ces aspects-là. Donc ça, on peut le faire. Et encore une fois, si on veut aller plus loin, si on n'est toujours pas d'accord, surtout avec la critique qui a été faite, je vous invite à prendre rendez-vous avec la personne qui vous a fait cette critique et à en discuter très simplement avec cette personne. Il faut juste se rappeler que la critique, à la base, ce n'est pas forcément quelque chose qui est négatif. Hein. Ça a plutôt vocation à être positif et à vous faire soit évoluer vous-même, soit à atteindre un objectif par rapport à un projet. Donc, à la base, la critique, qui doit davantage être constructive, a normalement un effet bénéfique. Voilà. Je vais vous parler maintenant du faire savoir.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous ce qu'est le faire savoir. Je pense que vous connaissez surtout l'inverse, hein, le savoir-faire. Le savoir-faire, quelque part, c'est les compétences brutes hein, qu'on accumule au fur et à mesure de sa carrière et qui sont bien sûr complètement nécessaires à la bonne réalisation de son travail. Sauf que, en fait, si vous êtes hyper compétent mais que personne ne le sait, quelque part, vous avez fait que la moitié du chemin et votre carrière, elle risque de stagner un petit peu. Ou alors sinon, peut-être que vous allez réussir à monter les échelons, mais juste grâce à votre ancienneté, plus qu'à vos compétences. Là, ce qui est important maintenant, c'est de faire en sorte que de temps en temps, la lumière soit quand même braquée sur vous et que vos collègues comprennent quelle est la valeur que vous ajoutez à votre entreprise, à votre projet, à votre client. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait pour développer son savoir-faire? Son faire savoir, pardon, je me perds. La première des choses, c'est de prendre la parole et de s'exprimer en public sur les sujets que vous maîtrisez réellement. Alors attention, ça ne veut pas dire donner votre avis à tort et à travers. S'il y a bien une chose que la crise du Covid nous a appris, c'est que ça ne sert à rien de donner son avis sur des sujets qu'on ne maîtrise pas. Prenez l'habitude de prendre la parole en public. Tant que ce que vous dites c'est intéressant et pertinent, personne ne pourra jamais vous le reprocher. Le deuxième point, c'est de prendre des initiatives. Donc, vous avez tout un tas de qualités, mais la plupart de vos collègues ne connaissent peut-être qu'une infime proportion du prisme de vos qualités intrinsèques. Et ça, c'est important de faire en sorte que tout le monde connaisse l'ensemble de vos qualités. Donc, je vais donner un exemple un peu bête, hein, et ça peut être des qualités non techniques. Hein. Par exemple, si vous êtes bon en orthographe, vous pouvez très bien proposer à vos collègues de relire une documentation, un mail, un communiqué de presse. Ou alors, si vous touchez un peu votre bille en graphisme, vous pouvez l'aider à faire un logo, un design ou quelque chose. L'important, c'est de proposer son aide sur les sujets sur lesquels les autres ne vous attendent pas. Dernier point sur cette partie-là, c'est de célébrer ces petites victoires. Tout le monde célèbre ces victoires, ce serait dommage que vous ne le fassiez pas. Donc, ça peut être des victoires collectives. Par exemple, si demain, vous faites une mise en production qui est très compliquée et qui se passe sans souci majeur, le lendemain, n'hésitez pas à venir avec des croissants, ça fera plaisir à tout le monde. Mais ça peut être aussi des victoires individuelles. Je prends l'exemple, je ne sais pas si vous avez une promotion, par exemple, n'hésitez pas le soir à aller boire des coups avec des collègues pour fêter ça. L'important, encore une fois, c'est que la lumière soit braquée sur vous de temps en temps. Autre point important, c'est de développer votre image publique, et notamment sur Internet. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis le personal branding, qui est encore assez tabou chez nous, mais qui tend à se développer. Alors, il y a tout un tas de façons de développer son image publique. La première est peut-être la plus simple, c'est encore de se montrer actif sur les réseaux sociaux professionnels, et en particulier LinkedIn, voire même, pourquoi pas, écrire des posts, qu'ils soient techniques ou non. Après, vous pouvez aller un petit peu plus loin et peut-être regrouper tous ces posts au sein de différents articles que vous pouvez avoir sur un blog, que vous tiendrez vraiment tout seul ou à plusieurs d'ailleurs, et sur lesquels vous pouvez faire des renvois de manière régulière sur votre LinkedIn. Et enfin, le dernier point, c'est éventuellement contribuer à des projets publics sur GitHub. Là aussi, vous pouvez communiquer dessus, sur LinkedIn, sur votre blog, en entreprise, communiquer sur ce genre d'initiative. C'est super intéressant. Et puis après, il peut y avoir plein d'autres façons de développer son personal branding. Ça peut être écrire un livre, ça peut être donner des formations. Là, sky is the limit hein, pour tout ce qui est développement de votre image. Attention, par contre, je veux juste attirer votre attention sur une chose, c'est de ne pas tomber dans l'arrogance. Souvent, il y a vraiment un tout petit pas à faire pour passer de l'image de soi valorisante à l'arrogance. Et mon conseil pour vous, c'est d'essayer de mettre en avant les autres au moins autant que vous vous mettez vous-même en avant. Ça permettra un petit peu d'équilibrer le rapport de force. On enchaîne avec le sens du collectif. Alors là, on démarre avec le quiz. Donc, toujours, hein, je vous fais travailler un petit peu, c'est pour m'assurer que vous êtes toujours là. Il existe un proverbe africain sur le sens du collectif. À votre avis, lequel est-ce? Donc, c'est en regardant les autres faire que les choses avancent plus vite. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Que de bonnes réponses, merveilleux. Tout à fait. Alors, vous l'avez compris, c'est la réponse C. Je vais peut-être commencer par définir un peu le sens du collectif. Tout simplement en vous disant que je pense que c'est ce à quoi vous vous attendez, c'est le fait d'être à l'écoute
d'avoir un minimum d'empathie et d'être solidaire. Ça semble assez simple finalement. Et je suis sûre que ça fait partie de votre personnalité. On ne compte plus les études qui ont été faites sur ce sens du collectif, sur la dynamique de groupe, et en particulier, donc, je pense qu'on peut passer à la slide suivante. L'une voilà, que j'ai mise en avant ici, mais il y en a d'autres, hein, comme dit, donc, sur la dynamique de groupe. Dort Lewin disait justement que voilà, forcément, en travaillant ensemble, on arrive à de meilleurs résultats. Si je devais donner deux illustrations dans le domaine du consulting et du développement en particulier, la première illustration, ce serait voilà, une équipe dans laquelle il y a plusieurs développeurs qui développent tous pour un projet commun et qui développent chacun dans leur coin. Donc, on développe et puis on arrive à la mise en prod et potentiellement, il y a des choses à revoir. La deuxième illustration qui met en place ce sens du collectif, ce serait donc une équipe de développeurs qui travaillent tous ensemble. Mais là, pour le coup, quand un développeur voit qu'une personne de son équipe a fait des erreurs, elle va aller corriger directement l'erreur qui est effectuée. Donc, vous vous doutez bien que là, quand on arrive à la mise en prod et donc au résultat, on est davantage assuré que ce soit plus optimal. Donc voilà, là, typiquement, c'est un bon exemple du sens du collectif. J'ai aussi voulu vous parler de la mémoire transactive de Daniel Wegner, un concept sorti il y a quelques années maintenant aussi, mais qui est assez intéressant, dans le sens où ce que Daniel Wegner dit, c'est que quand on travaille dans une équipe, l'idée là, c'est de s'appuyer sur les connaissances, les compétences et la spécialité de chacune des personnes de l'équipe. Parce que ça nous permet d'ailleurs à nous-mêmes de nous décharger mentalement d'éléments qui ne sont pas dans notre spécialité. Donc, en procédant de la sorte, on va pouvoir avoir une sorte de réserve de connaissances dans laquelle on va pouvoir aller puiser. Donc, il va évidemment falloir puiser les compétences des autres, mais aussi partager ces connaissances. Ça marche dans les deux sens. Et c'est là que, du coup, on voit toute la puissance du collectif. Quand on applique ce concept du collectif, on est tous gagnants. L'entreprise, d'une part, parce que vous l'avez compris, on a un résultat plus optimal, mais aussi pour vous, dans le sens où vous allez développer votre écoute active, vous allez ouvrir votre esprit aux autres, potentiellement être davantage motivé et surtout aussi réduire votre stress sur le projet sur lequel vous travaillez. Voilà. J'avance un peu, je passe à la flexibilité. Alors, je pense que vous connaissez tous aujourd'hui l'agilité, on le vante un peu contre vents et marées dans tous les projets de IT aujourd'hui, et à juste titre, hein, selon moi. Mais c'est important que les projets soient agiles, mais c'est aussi important que les participants à ces projets soient agiles et développent un petit peu leur flexibilité. Qu'est-ce que c'est qu'un développeur qui est flexible? Selon moi, c'est quelqu'un qui embrasse la pluralité des tâches, et c'est quelqu'un qui est capable de prendre avec sérénité le fait que sa journée ne va pas nécessairement se passer exactement comme il l'avait prévu le matin en se levant. Alors, comment est-ce qu'on devient un peu plus flexible? Il y a tout un tas de moyens de le faire, hein, mais si on devait vraiment regrouper ça en deux catégories, le premier, c'est de sortir de sa zone de confort. Donc, ça peut être au boulot, mais aussi chez vous. Au boulot, par exemple, on peut imaginer que vous pouvez prendre de nouvelles responsabilités, même si elles n'ont rien à voir avec votre fiche de poste. Ça peut être, par exemple, vous pouvez devenir secouriste au travail, ou bien vous pouvez organiser des sessions de basketball entre midi et 2 avec vos collègues. L'important, c'est que vous fassiez un petit peu autre chose que ce que vous avez l'habitude de faire tous les jours, que votre quotidien soit peut-être un peu moins quotidien, justement. D'autre part, ce qui est intéressant, c'est de se dire que tout problème a toujours plusieurs solutions. Il y a toujours une solution idéale, ça c'est la solution qui est idéale pour vous, mais une solution idéale pour vous, ce n'est pas nécessairement la solution qui est idéale pour tout le monde. Donc l'important, ce n'est pas de rester braqué sur votre solution à vous, c'est plutôt de faire en sorte de trouver une solution qui répond à la problématique de tout le monde et qui a un certain consensus autour de cette solution alternative. Par contre, être flexible, ça ne veut surtout pas dire oui à tout le temps, tout le monde. Ça, c'est non. Justement, en parlant de non, comment est-ce qu'on fait pour dire non? Vous l'imaginez bien, il faut quand même limiter. Dire non à tout bout de champ, c'est pas comme ça qu'on crée des projets ou des entreprises. On va prendre un cas concret. Admettons, votre manager, il vient vous voir et il vous demande de faire quelque chose. Et vous, ce n'est pas de votre ressort, en fait, ce qu'il vous demande de faire votre manager. Bon, plutôt que de dire non, c'est pas à moi de le faire,
première chose à faire, forcément, c'est d'aiguiller vers le bon interlocuteur ou le bon service. Admettons un autre cas où, pareil, votre manager vient vous voir et là, vous n'avez juste pas le temps. Vous êtes complètement sous l'eau, vous n'avez absolument pas le temps de faire ce qu'il vous demande de faire. La première question que vous lui demandez avant de dire non, c'est de dire pour quand est-ce qu'il te le faut. Si la réponse est du court terme, il me le faut pour demain, pour après-demain, pour cet après-midi, là, plutôt que de dire un non franc et sec, autant proposer plutôt des pistes de solutions, des pistes de résolution, pardon, ou bien trouver des solutions de contournement. Il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas des problèmes bloquants, qui permettent pour lesquels on peut trouver une solution assez facilement juste en contournant le problème. Par contre, si l'échelle de temps, elle est sur du long terme, bah là, la question que je vous pose, c'est quel est le problème? Si ce qu'on vous demande n'est pas urgent et que vous n'avez pas le temps aujourd'hui, mais vous ne savez pas du tout combien de temps vous aurez à votre disponibilité dans plusieurs mois, voire plusieurs années, pourquoi dire non? Dans ce cas-là, il suffit simplement de l'écrire sur sa to-do, de ne pas s'engager sur une date et après de revenir vers lui si plus tard vous estimez que non, réellement, là, vous n'avez vraiment pas le temps. La capacité d'idéation. Alors, je serais curieuse de savoir si parmi vous, il y en a qui connaissent justement l'idéation. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va en parler justement. Alors, la capacité d'idéation, ça n'a absolument rien à voir avec la créativité. La créativité, c'est vraiment une compétence intrinsèque, c'est-à-dire qu'on est créatif ou on ne l'est pas. L'idéation, en revanche, c'est plutôt l'action de trouver des idées. Donc, on se met en action pour trouver des idées. Donc, finalement, c'est quelque chose qui est plutôt accessible à tous et on peut apprendre à se mettre dans ce mindset d'idéation. Pour ce faire, je vous donne une méthode. Il faut d'abord identifier la problématique. C'est la base. Et ensuite, il y aura 2 étapes. La première étape, on va d'abord diverger, c'est-à-dire qu'on va aller chercher un maximum d'idées, partir dans tous les sens pour justement aller chercher des choses qu'on n'irait pas chercher spontanément. Et ensuite, on arrive sur une étape de convergence où là, évidemment, il va falloir restructurer les choses, trouver les idées ou l'idée qui va être la plus intéressante et surtout qui sera réalisable. Donc, de plus en plus, on parle d'idéation collaborative ou collective, dans le sens où on aime bien justement faire travailler l'intelligence collective. Et donc, ce sont des équipes qui vont travailler ensemble à trouver de nouvelles idées. Je vous ai noté ici quelques outils qui permettent justement d'animer ces ateliers-là. Il y en a certainement d'autres aussi. Par exemple, le Crazy 8 pour en parler. Vous prenez des feuilles, vous dessinez 8 dessins. Et donc ensuite, ça doit vous amener justement à ces différentes étapes dont on vient de parler avant. Mais je vous laisserai découvrir ça si vous souhaitez en savoir plus. Et enfin, la toute dernière qu'on va voir aujourd'hui, mais pas nécessairement la moins intéressante, ça va être le goût de l'effort. Alors, l'effort, en général, ça a quand même une certaine connotation négative, mais ce n'est pas ça que nous, on veut dire ici, parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on connaît tous des gens qui sont beaucoup plus enthousiastes à l'idée de faire des efforts que d'autres. Et l'intérêt, c'est de tendre plutôt vers ces personnes. Le premier conseil, je vais rien révolutionner, c'est faire du sport. Vous allez peut-être me détester pour dire ça, mais vraiment, sérieusement, faites du sport. Ça va radicalement changer votre perception de votre quotidien, mais aussi dans votre vie pro. Pourquoi? Simplement parce que faire du sport, ça implique le dépassement de soi. Et plus vous allez vous dépasser dans votre vie perso, plus vous allez vous dépasser dans votre vie pro, dépasser dans le bon sens du terme, j'entends. Alors, après, faire du sport, ça ne veut pas dire faire un marathon tous les week-ends, on est bien d'accord. Chacun a ses propres capacités, chacun a son propre passif. L'important, c'est juste que vous arriviez à trouver quelque chose qui vous convienne et qui vous fasse un peu sortir de chez vous, et éventuellement sortir de votre zone de confort. Je reviens au point que j'ai précédemment commenté. Autre point intéressant, c'est ne pas procrastiner. Forcément, dit comme ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en fait, il existe des techniques, ça se développe en fait, cette compétence quelque part de mettre fin à la flemme qui nous anime parfois quand on doit faire quelque chose dans l'immédiat, mais que franchement, on se dit non, je le ferai bien demain. Pour moi, c'est mieux. Je n'ai pas envie de le faire maintenant, je préfère le faire demain. L'une de ces... un conseil important que je peux vous donner, en fait, c'est de rester toujours actif et de commencer en fait votre journée en étant hyper actif. Plus vous serez actif, plus vous allez faire de choses. C'est mécanique.
Et justement, il y avait eu un amiral américain qui avait prononcé un discours à l'Université du Texas en 2014 qui était super intéressant. Et il avait dit, à ce moment-là, il avait dit, si vous voulez changer le monde, il faut commencer par sa journée par faire une action en particulier. Est-ce que vous savez laquelle c'est? Bah oui, faire des crêpes. On est d'accord. On tend vers le A, il y a quand même quelques C. Moi, j'aurais plutôt dit manger les crêpes. Non, on démarre par manger les crêpes, non? Bah, la bonne réponse, c'est la réponse A. Alors, je vais vous passer en fait ce qu'il a dit précisément. Il a dit que si vous faites votre lit chaque matin, vous aurez accompli la première tâche de la journée. Ceci vous donnera un petit sentiment de fierté qui vous encouragera à faire une autre tâche, puis une autre et encore une autre. Et à la fin de la journée, cette tâche que vous aurez accomplie se sera transformée en de nombreuses tâches achevées. Si vous ne pouvez pas bien faire les petites choses, vous ne ferez jamais bien les grandes. C'est dur de contre-argumenter ça. Et donc voilà qui met fin aux 8 soft skills que Rosalie et moi, on voulait vous présenter. Vanessa, du coup, je te rends la main. C'était super. Je crois que tu peux passer à la slide d'après parce que donc Lisa, qui travaille avec nous au marketing, a préparé un tote bag virtuel qu'on va vous envoyer si vous avez assisté avec le replay. Également un article complet qui répertorie tout le pitch qu'on a pu entendre aujourd'hui et également des autres surprises dans cet email. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisserai voir cela. Écoutez, on a dépassé de 5 minutes. Je vois qu'il y a 4 questions. Donc, Didier, si tu es là aussi, et Salim, afin qu'on réponde aux 4 questions avant de terminer ce webinaire. Alors, la première question, est-ce que vous pensez qu'il est utile de demander à son manager comment développer ses soft skills ou bien est-ce que je me grille en demandant ça? Rosalie, qui aurait un point là-dessus? Moi, je pense qu'en tout cas, ça a le mérite d'être demandé. Le manager, normalement, est là pour aider la personne à évoluer. Alors, évidemment, il ne faut pas juste poser la question en n'y ayant pas réfléchi d'abord parce qu'on est maître de ses soft skills et on est parfois ceux qui se connaissent le mieux. En revanche, le manager aura peut-être un point de vue aussi extérieur et pourra nous donner aussi un autre feedback et nous dire s'il est d'accord avec nous sur les soft skills à développer. Donc, je dirais oui, évidemment, il faut en discuter, mais il faut y avoir réfléchi en amont. Je ne sais pas si d'autres personnes ont un autre avis, hein, mais… Non, enfin, au contraire, enfin, moi, je trouve que poser ces questions, c'est plutôt positif. Enfin, faut le voir comme ça. C'est une très bonne question et le manager, il est là pour aider à grandir. Et donc, bien évidemment, qu'il va accueillir cette question de manière positive. Alors, je peux peut-être compléter avec un petit bémol par rapport à tout ce qui a été dit. Il est clair qu'aujourd'hui, c'est plus intéressant de poser la question. Après, ça dépend aussi du type de manager que vous avez. Vous avez parfois des managers, et on l'a vu pendant cette pandémie, notamment avec cette émergence du télétravail, qui vont être beaucoup plus contrôle-fric et un peu plus directifs. Donc, il faut pouvoir poser la question en ayant, comme on dit, un safe environment, un environnement sain pour pouvoir justement être accompagné par son manager. Mais de toute façon, comme tout le monde l'a dit ici, ça ne coûte jamais rien. Par contre, commencez effectivement à préparer en amont les soft skills que vous pensez avoir à développer, pas en demandant juste à votre manager, mais aussi à vos collègues, en disant, tiens, ben voilà, où est-ce que tu me verrais m'améliorer, justement? Est-ce que c'est sur la communication? Est-ce que c'est sur l'écoute? Donc, tout ça, c'est quelque chose, en discutant avec les autres, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'on peut demander. Une soft skills qui est de plus en plus demandée et reconnue dans le monde du travail, hein, et ça, j'en parle avec beaucoup de dirigeants, c'est la vulnérabilité. Et qu'est-ce que c'est la vulnérabilité? C'est justement de savoir dire, là, je ne suis pas bon là-dedans, mais j'ai envie de progresser. Et ce sera toujours positif de dire à votre manager ou à quiconque, de dire, voilà, là, je suis en position de vulnérabilité, et ce n'est pas négatif, c'est au contraire de se dire, j'ai pris conscience d'une faiblesse, entre guillemets, ou en tout cas d'un point d'amélioration, et je vais pouvoir travailler dessus grâce à ton aide. Très bien, merci. Alors, autre question. J'aimerais bien mettre plus en valeur mes petites victoires, comme vous le dites, mais j'ai peur qu'on me prenne pour quelqu'un d'arrogant. Alors, comment faire pour se faire savoir justement sans être arrogant?
pense que pour ça, le rôle du manager, il est intéressant dans le sens où on peut très bien poser la question à son manager de manière complètement transparente, à supposer que votre manager soit un minimum bienveillant, et lui poser la question, lui dire voilà, j'aimerais bien venir avec des croissants ou faire un pot pour célébrer telle ou telle chose, lui demander son avis, savoir un petit peu quelle est la perception de l'équipe par rapport à soi, mais aussi éventuellement faire en sorte que cette personne-là soit votre sponsor quelque part. Parce que si c'est un vrai manager, normalement, il va même vous répondre à quelque chose du style eh ben, laisse tomber, c'est moi qui l'organise et c'est moi qui vais te mettre en avant. Parce que là, comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous n'allez pas passer pour quelqu'un d'arrogant. C'est un conseil, ça ne marche pas avec tous les managers, mais pour certains, en tout cas, ça marche. Je pense qu'il faut savoir le faire aussi, mais sur des choses utiles. On reste dans le monde de l'entreprise quand même. Donc, on peut se mettre en avant, mais sur des choses qui vont être utiles dans le cadre dans l'entreprise, soit pour ses collègues, soit pour son manager, soit par rapport à un projet. Et c'est là où on n'est peut-être pas forcément arrogant. Et je pense aussi qu'il faut savoir se mettre en avant, mais sur des choses qui sont assez factuelles. Plus on aura d'éléments factuels, mieux ce sera, plus ce sera dénué de subjectivité. Et c'est là où on voit vraiment la valeur des choses. Oui, et puis peut-être en expliquant comment ça fait grandir la société, l'entreprise, comment ça a permis, plutôt que ça soit des choses qui soient uniquement centrées sur soi et ses performances. OK. Alors, autre Est-ce que je peux juste, Vanessa, me permettre un petit complément là-dessus pour rebondir sur les deux petits drapeaux que j'avais tout à l'heure, américains et français, en fait. Et c'est assez rigolo parce que on sent là vraiment la différence culturelle. Aux États-Unis, on parle de bragging. Bragging, c'est quoi? C'est se vanter. Mais en fait, mettre en avant ces petites victoires, comme c'est posé dans la question, ce n'est pas se vanter. On peut très bien dire, ouais, je pense qu'aujourd'hui j'ai été bon, ou on peut très bien dire, oui, voilà, sur ce truc-là, j'ai délivré au-delà de ce qu'on m'avait demandé, même des petites choses, dans un premier temps, qui peuvent être perçues dans un cadre français comme arrogantes. Je pense qu'avec le temps, les gens le feront de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a cette culture un peu très franco-française de se dire, mince, dès que je dis quelque chose, c'est pour briller, c'est pour mettre en avant. Non, c'est juste avoir cette gratitude par rapport à ce que l'on fait de bien, et on devrait le faire pour soi, tout comme on devrait le faire pour ses collègues également, en disant, OK, là, typiquement, ce que tu as dit, ça m'a aidé à me progresser, ou ce que tu as rajouté dans mon code, ça m'a fait gagner du temps. Et ça, reconnaître ces petites victoires, encore une fois, pour soi, pour son collègue, c'est une habitude à prendre. Alors, au début, ça fait un peu bizarre. Moi, je ne cache pas que j'étais comme ça avant de travailler beaucoup dans des entreprises américaines. J'étais même celui qui, à l'école, avait la réponse, mais avait peur de lever le doigt pour ne pas passer pour le faillot. Donc, je me taisais, alors j'avais la réponse. Et en fait, tout ça, c'est pas se vanter, c'est juste faire partie d'un groupe et mettre en avant sa participation à ce groupe. Donc, moi, je vous encourage à le faire, en tout cas, même si ça fait un peu bizarre au début. Moi qui suis de culture académique, ce que mon directeur de thèse m'a appris très vite, c'est que ce qui était important, c'est de développer son savoir-faire et de le faire savoir. C'est-à-dire qu'un chercheur qui découvre quelque chose, s'il ne le fait pas savoir, c'est quasi une faute, puisque quelque part, il a découvert quelque chose et son devoir, c'est de le partager avec les autres pour que toute la collectivité puisse en profiter. Donc, au contraire, pour moi, quand on apprend des choses, quand on réalise des choses positives, il faut savoir, il faut ne pas hésiter à en parler. Et puis aussi, c'est tout le reste de l'écosystème qui doit savoir le reconnaître. C'est un peu une relation qui est bijective. Si on voit quelqu'un qui fait quelque chose de sympa, il ne faut pas hésiter à le dire. Et inversement, quand on fait quelque chose qu'on trouve sympa, il ne faut pas hésiter à le dire. Si. Alors, prochaine question. Quelle est la part de responsabilité des entreprises dans le développement des soft skills de ses développeurs? C'est difficile, mais c'est difficile de répondre comme ça. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce qui est important, c'est de créer un écosystème qui permet aux gens qui le souhaitent de développer leurs soft skills. C'est-à-dire que c'est ça qui va être important pour moi, c'est de dire quelqu'un qui a envie par exemple, on peut parler de nous, quelqu'un qui a envie de devenir speaker, par exemple, on va être capable de l'aider à faire de la prise de parole, par exemple. On a même chez Sphere, on a
On a formé énormément de personnes là-dessus à travers une formation interne, qui je crois d'ailleurs maintenant est même publique, qui permet aux gens de développer leur capacité à devenir speaker. Donc, ce qui est important pour moi, c'est surtout créer un environnement qui permet aux gens de développer leurs soft skills, voire de leur donner des outils, accès à des outils ou des plateformes qui vont leur permettre, s'ils le désirent, de développer leurs soft skills. Il faut que ça soit quelque chose de personnel aussi. Il faut que les personnes, elles aient envie de les développer. Faut qu'elles aient envie et il faut que l'entreprise voilà, soit compatible avec ça et justement donne accès à éventuellement des ressources qui permettent de le faire. Alors, je vois que dans la question, c'était demandé en pourcentage. Quelle est la responsabilité de l'entreprise en pourcentage? Moi, je vais être hyper cash. Pour moi, elle est de 0. Elle est de 0. La responsabilité de l'entreprise dans le développement de votre soft skill, c'est 0. C'est à vous de vous prendre en main. Si vous avez la chance de travailler dans une entreprise comme Sphere, que je connais bien, bah oui, l'entreprise met en place plein de choses pour développer vos soft skills. Et là, l'entreprise fait beaucoup pour vous. Mais vous pouvez être dans d'autres entreprises qui vont moins vous accompagner et la responsabilité est entièrement de votre fait. Si vous allez développer ces soft skills à la fois pour vous, dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie personnelle, et peut-être que demain, vous allez changer d'entreprise. Donc, c'est à vous de vous prendre en main. Et c'est pour ça que nous, par exemple, dans le framework qu'on a chez Mars, qui est Mission, Autonomie, Action, Relations et Santé, le premier A qui est important, c'est l'autonomie. Et se dire aujourd'hui que j'attends de mon entreprise qu'elle me développe mes soft skills, c'est comme si, non, sans faire de politique, vous attendiez que le gouvernement vous aide à développer vos soft skills. Non, il faut que vous preniez en main, vous dites, tiens, ok, voilà, ce sont mes points d'amélioration et je vais travailler dessus, soit pendant mes heures de travail, si encore une fois, vous avez la chance d'être dans une entreprise comme Sphere qui va vous accompagner, soit à l'extérieur de vos heures de travail pour pouvoir vraiment travailler et travailler sur vous. Parce qu'in fine, c'est sur vous que ça va interagir aussi bien, encore une fois, dans votre vie professionnelle que personnelle. Donc, voilà. Je suis en phase avec toi et je dirais les propos que tu viens de rapporter, hein, c'est vrai que Sphere, c'est un contexte de fonctionnement qui est très spécial, mais c'est ce que tu annonces là, c'est aussi vrai pour les hard skills. C'est-à-dire, je peux être dans un environnement qui ne me permet pas de développer mes hard skills. C'est pas pour autant qu'à titre personnel, j'ai pas intérêt à les développer pour m'assurer un futur. Donc, d'une manière générale, c'est vrai que prendre en main son futur, c'est ce que tu résumes par un peu derrière l'autonomie. Je pense que c'est important. Mais c'est plus agréable quand même si on est dans des entreprises qui sont compatibles avec le développement de ces skills. Alors, une question. Un conseil pour les timides qui n'osent pas attirer la lumière vers eux. Je demande pour un ami. C'est jamais évident, mais je pense qu'il faut y aller étape par étape. Comme ce que tu disais tout à l'heure, il faut commencer par faire son lit le matin et puis petite action par petite action, on va s'ouvrir. Ça dépend aussi de l'environnement dans lequel on évolue. Il y en a qui vont apprécier leur équipe, d'autres pas, et là, ça va être beaucoup plus difficile de s'épanouir au sein de cette équipe. Je pense que ça dépend de pas mal de critères. J'ai quand même du mal à me dire que quelqu'un de timide pourrait passer extraverti, à l'opposé. Donc, encore une fois, pour moi, ça se fait petite étape par petite étape. Comme on le fait, c'est ce que disait aussi Didier tout à l'heure, on ne devient pas speaker du jour au lendemain. On y va petite étape par petite étape. On fait une petite présentation à 2-3 personnes, ensuite on élargit le cercle, on fait une restitution d'une conférence qu'on a pu voir auprès de personnes qu'on connaît déjà bien. Donc voilà, ça se fait petit à petit à mon sens. Ce qui est pas mal, là on est dans les tips, hein, donc je peux donner des tips. Moi j'aime bien le côté training, parce que c'est vrai que c'est un moment donné où quand on est traîneur, et j'ai vu beaucoup de gens qui ont beaucoup progressé sur ces aspects-là en termes de prise de confiance en eux et puis de confiance de leur capacité à travers le training, parce qu'ils ont ces compétences, donc on ne devient pas du jour au lendemain un super traîneur, hein. Mais en tout cas, de passer par ce moment un petit peu particulier de transmission de connaissances, et ça nous permet de prendre conscience qu'on a des compétences et de prendre confiance dans ces compétences parce qu'on voit que la salle réagit bien. C'est dans un contexte qui est assez cadré parce que tout est fait pour être cadré dans une formation. Je pense que ça peut être une bonne manière pour commencer à sortir un petit peu et à oser faire de la prise de parole, sachant qu'il faut y aller doucement.
Et pour rebondir sur ce que vient de dire Rosalie et Didier à la fois, je pense que la technique des petits pas est vraiment la bonne en fait quand on est timide. Hein. Moi, je vous assure, il n'y avait pas plus timide que moi. Hein. Vous voyez, j'étais petit gars dans son coin avec un handicap à l'œil, donc vraiment je n'osais pas la ramener. Et puis au fur et à mesure, on fait un petit truc et comme disait Rosalie, c'est peut-être dans un premier temps avec un cercle de proches. Et puis vous commencez à étendre un petit peu ce cercle-là, et puis vous prenez des risques. Il y a un moment, on ne peut pas avoir de résultats sans prendre de risques. Moi, aujourd'hui, je suis speaker, j'arrête pas de parler un peu partout devant des salles plus ou moins grandes, des milliers de personnes, etc. Mais avant, j'avais du mal à parler ne serait-ce que devant 2 personnes. Et à un moment, je me suis retrouvé en face de 1000 personnes, je me suis ramassé. Mais parce que je me suis ramassé, après, j'ai retravaillé encore plus. Et donc, c'est vraiment ça le secret quelque part, c'est essayer. Parfois, ça fait mal, parfois, c'est douloureux, mais justement, c'est un des soft skills, c'est cette résilience, comment j'arrive à passer au-dessus de ça et puis un petit peu du regard des autres pour me dire, voilà, c'est vraiment quelque chose que je veux développer et donc je me donne les moyens. Donc, tu pourras dire à ton ami, si c'est pour ton ami, que vraiment, l'idée, en fait, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Quelqu'un qui est timide peut, alors, je ne sais pas s'il peut devenir extraverti, je pense que oui, parce que moi, je le suis, ça dépend des moments. Il y a des moments où je suis timide, il y a des moments où je suis extraverti, la plupart du temps, je suis plutôt extraverti. Mais tu peux vraiment changer ce mindset-là. Et pour ça, il faut faire une chose, c'est de casser ses croyances limitantes. Casser le truc de se dire, j'ai toujours été timide et je ne peux pas être autrement. En fait, quand on peut changer, c'est un peu comme quand on fait du sport. C'est pas parce qu'à un moment, on n'est pas bon dans un sport, si on s'entraîne, on devient bon. C'est pour ça que les meilleurs sportifs ont toujours des coachs, parce que ça leur permet de s'entraîner et de devenir toujours meilleur. C'est la même chose avec les soft skills. Plus vous entraînez, plus vous allez développer le skill, enfin la skills que vous souhaitez mettre en avant le plus. Il y a un problème qui est sous-jacent au problème de timidité, c'est le manque de confiance en soi. Et là, je pense que Salim, tu seras d'accord avec moi, il y a un concept aux États-Unis qu'on appelle le fake it until you make it. Donc, qu'on pourrait traduire par fais-le jusqu'à ce que tu saches le faire. Quelque part, je pense qu'il y a un moment où on y va étape par étape, mais il y a un moment donné où on va être obligé de faire semblant. On fait semblant qu'on sait faire, et puis en fait, on va se rendre compte que c'était pas si mal, ou bien on va se ramasser, hein, comme toi, Salim, mais dans tous les cas, on va apprendre, et la fois d'après, ça sera forcément 1000 fois mieux. Tu as complètement raison, Nicolas. En fait, tu veux, après, quand tu le traduis en termes de psychologie, ça s'appelle la visualisation, en fait. C'est vraiment de te dire, OK, te projeter dans ce que tu aimerais devenir. Et au moins commencer à avoir cette visualisation mentale de ce que tu pourrais être, même si tu ne l'es pas aujourd'hui. Tu es timide, OK, qu'est-ce que ça va être demain si je prends la parole devant 10, 20, 100, 1000 personnes? Commencer à t'imaginer, c'est déjà un premier pas pour le jour où tu le feras véritablement. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ce fake it until you make it, de visualisation pour pouvoir se projeter vers quelque chose vers lequel on tend. Ok, allez. Alors, est-ce que de mettre trop le focus sur les soft skills n'est pas en partie responsable de l'effet Dunning-Kruger? Ce ne sont pas les plus compétents qui évoluent en entreprise. Qui veut prendre cette question? Moi, c'est une question qui est compliquée et je vais répondre. Pour moi, si dans une entreprise, ce ne sont pas les plus compétents qui évoluent, j'imagine quand on dit évolue, c'est progresse dans la hiérarchie. Je pense qu'on entend ça derrière. Au bout d'un moment, l'entreprise, elle collapse et donc elle disparaît. Donc, voilà, je pense que c'est une peur. Et quand on a des compétences et il faut y aller, il faut avancer. Et il ne faut pas se dire que dans une entreprise, les seuls gens qui progressent, c'est des gens qui sont pas les plus compétents. Enfin, de toute façon, si c'est le cas, l'entreprise, elle va finir par ne pas s'en sortir. Donc, voilà. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose, mais… Et personne ne rajoute, j'ai toujours quelque chose à rajouter. Mais je vais bien vous faire part de mon expérience. Je travaillais grosso modo, je fais pas mal de choses dans ma vie, mais dans 3 grands groupes. Un français, Orange, un américain, Google, et un franco-français, Alcatel-Lucent. Et en fait, dans ces 3 groupes, il y a toujours des gens qui vont progresser, on va dire, ce ne sont pas les plus compétents. Et ça, en fait, il faut vraiment changer son mindset, de se dire, qu'est-ce que c'est finalement être compétent? Compétent, c'est être bon dans le code, ok, fine. Mais c'est tout ce qu'on vous a dit aussi, c'est l'autre partie. C'est pour ça que je vous parlais de cette balance par rapport à vos skills, hard et soft. Et finalement, le plus compétent, ce n'est pas juste celui qui est meilleur techniquement, c'est celui qui a la meilleure balance entre ces deux-là. Après, une fois que j'ai dit ça, donc c'est comme ça que ça devrait se passer. Ça ne veut pas dire que dans chacun de ces groupes que j'ai cités, il n'y a pas ce que l'on appelle des jeux entre guillemets politiques, qui font partie des soft skills dont on parle, ce qu'on appelle communément
stakeholder management, par exemple. Parfois, c'est trop politique et ça m'est arrivé. Là, dans ces cas-là, si vous vous rendez compte que vous êtes dans une entreprise où le jeu est trop politique et que vos compétences ne sont pas suffisamment, en tout cas techniques ou même soft, ne sont pas suffisamment valorisées par rapport à d'autres, soit vous continuez à essayer de faire en sorte que les gens l'aperçoivent, ou à un moment, vous prenez encore une fois vos responsabilités, c'est cette fameuse autonomie, et vous changez d'une entreprise pour aller dans une entreprise qui correspond plus à vos valeurs et à ce que vous attendez en termes de retour. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Parfois, ça ne sert à rien de s'acharner à essayer d'évoluer dans une entreprise si cette dernière ne met pas en avant vos compétences, encore une fois, qu'elles soient hard, soft, voire la balance des deux. Allez hop, on termine les 2 dernières questions. En étant plus flexible, est-ce qu'on ne prend pas le risque de trop s'éparpiller au final? Pour réussir à mettre le curseur au bon endroit, en fait. Être flexible, ça ne veut pas dire faire tout et délaisser son travail principal. Au bout du compte, on va quand même attendre de vous que vous soyez capable de délivrer ce qu'on vous a demandé de délivrer. Il faut aller, en fait, ça va plus avec la capacité de priorisation que d'adaptation à ce niveau-là. Si vous n'êtes pas capable de prioriser, il n'y a aucun problème avec ça. Chacun ses qualités et ses faiblesses. Si vous avez du mal avec ça, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre manager qui vous dira écoute, concentre-toi là-dessus, et puis s'il te reste un petit peu de temps, peut-être que tu peux faire ça, etc. Je pense que c'est la personne la plus adaptée qui pourra vous aider si vous sentez que vous vous éparpillez un petit peu. Est-ce que justement, parfois, il ne faut pas mieux que certains postes hiérarchiques soient attribués à des personnes avec des bonnes soft skills plutôt que simplement des compétences techniques? Et ce sera la dernière question. Ouais, donc justement, on est en train de travailler chez Sphere sur un chemin de carrière qui va valoriser les 2 axes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont plutôt envie de mettre en œuvre dans leur carrière future l'aspect soft skills. Donc, c'est vrai que naturellement, c'est des gens qui iront plus dans des carrières de management. Et puis, il y a des gens qui disent oui, non, ces compétences soft skills, elles sont importantes, mais quand même, je suis très attaché à mes compétences hard skills. Et donc, quelque part, je me sens plus comme un contributeur individuel. Donc, on réfléchit justement chez Sphere. Donc, ça ne veut pas dire que quand je suis contributeur individuel, je n'ai pas besoin de soft skills, et quand je suis manager, je n'ai pas besoin de hard skills. Ce n'est pas ce que je veux dire. À un moment donné, il peut y avoir un endroit où on a plus d'appétence pour un chemin ou pour un autre. Et on est en train justement de réfléchir à voir comment est-ce qu'on est capable de concilier ces 2 manières de voir son futur. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup aux participants. Merci beaucoup aux speakers. C'était un bon moment. Et puis, on va vous faire parvenir du coup des éléments additionnels si vous voulez aller plus loin. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous et Merci, au revoir. Merci. Au revoir.